8h10 dans la matinale RCF, bonjour à tous. C'était il y a 3 mois, le 17 novembre dernier, le premier acte de la mobilisation des Gilets jaunes, un peu partout en France. Des routes et des ronds-points sont bloqués pour protester contre les taxes sur le carburant. 290 000 manifestants sont recensés, mais aussi des morts, des blessés. Depuis samedi après samedi, le mouvement s'est installé dans le paysage de France, sur les chaînes d'infos continues et sur les réseaux sociaux. Une contestation inédite, insaisissable, sans véritable porte-parole, avec des revendications qui s'élargissent au fur et à mesure. Une participation qui s'effiloche, certes, mais un soutien de l'opinion qui ne se dément pas. Ce matin, à la veille de l'acte 14 des Gilets jaunes, nous recevons un historien pour tenter d'éclairer ces événements à la lumière de l'histoire de France. Notre grand invité est directeur d'études à l'EHESS. Il a travaillé sur l'histoire de l'immigration en France, sur le racisme, la classe ouvrière. Il vient de publier aux éditions Agone une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. Bonjour Gérard Noyel. Bonjour. Cela fait 40 ans que vous travaillez sur l'histoire des classes populaires en France, c'est ça ? Eh oui. 40 ans. Oui. Vous avez toujours été très soucieux de créer des ponts entre le monde de la recherche et le grand public. Et aujourd'hui, je crois que vous travaillez sur un livre sur les Gilets jaunes. Oui, en fait, le livre est déjà prêt. Oui, c'est un petit peu dans la suite des entretiens que j'avais eu avec Nicolas Truong du Monde, donc j'ai un peu approfondi, et puis voilà, dans la collection que Le Monde co-dirige avec les éditions de l'Aube, on a publié ça, oui, mais c'est dans le prolongement des commentaires que j'avais pu faire. Gérard Noyel, de quoi le gilet jaune est-il le signe ? Je crois que c'est le signe de beaucoup de choses, si vous voulez. D'une part, effectivement, d'une sorte de fossé qui s'est creusé quand même en France entre les élites et les classes populaires. Ça, c'est un des premiers points. De la crise économique qui s'approfondit et qui laisse sur le bord de la route, c'est le symbole d'ailleurs des Gilets jaunes, vous voyez, donner de la visibilité à ceux qui sont sur le bord de la route, abandonnés, etc. Et puis aussi des mutations de la communication, notre société de communication, on y reviendra peut-être, avec le développement des réseaux sociaux, des chaînes d'information continue, etc., qui à mon sens jouent aussi un grand rôle dans la forme qu'a pris ce mouvement. Pour vous, Gérard Noyel, les Gilets jaunes sont-ils représentatifs des classes populaires ? Si vous voulez, moi c'est ce que je montre dans mon livre. Quand on fait une histoire populaire en très longue durée, on s'aperçoit que tous les grands mouvements sociaux qu'on connaît, même la Révolution française, la Révolution de 48, le Front populaire, etc., émergent à partir seulement d'une fraction des classes populaires. C'est jamais l'ensemble. Mais ceux qui émergent parlent au nom du peuple français. C'est toujours la même logique. Mais ils ne représentent jamais tout le peuple français. Donc c'est la même chose avec les Gilets jaunes. On ne peut pas dire qu'ils soient représentatifs de l'ensemble des classes populaires. Quelle différence vous faites entre le peuple français et les classes populaires ? Alors justement, c'est un point sur lequel j'insiste dans le livre. C'est-à-dire, moi, mon histoire populaire, c'est pas une histoire des classes populaires. Pour moi, le populaire, c'est une relation une relation de pouvoir qui implique de la solidarité, de la domination, etc., entre toutes les composantes, je dirais, de la société. Parce que, on le voit même dans l'histoire, c'est jamais, par exemple, les classes populaires, c'est pas elles qui construisent leur identité. Elles sont souvent en réaction par rapport au regard que les élites portent sur elles. Puis en même temps, cette réaction, elle est porteuse d'évolution, de transformation, et c'est ça qui fait, je pense, le processus historique. Alors, si on revient aux Gilets jaunes, de quelle classes populaires sont-ils représentatifs ? Alors ça a été montré par les sociologues qui ont étudié de près le mouvement. Et ce qu'on pouvait voir d'ailleurs aussi en tant que citoyen, je dirais, c'est que c'est surtout donc la fraction, moi je dirais, la moins dominée des classes populaires. C'est-à-dire ceux quand même qui... La partie la plus aisée, c'est ça ? Aisée, je n'irai pas jusque-là. C'est pour ça que je dis moins dominée, parce que quand même, on a vu des situations terribles, des gens qui sont parfois dans le déclassement, qui sont dans la limite du SMIC, etc. Des retraités aussi, beaucoup, qui sont dans des situations difficiles. Mais je dirais qu'on voit très peu, par exemple, des populations des banlieues issues de l'immigration, qui, elles, sont souvent dans des situations encore pire, mais il faut toujours avoir un minimum de force, de ressources, je dirais, pour se mobiliser. Non, jamais. Révoltent. Si vous prenez le Front populaire, c'était au départ, c'était quand même les fractions les plus qualifiées de la classe ouvrière, dans l'aéronautique, dans l'automobile. Après, il y a eu un entraînement du mouvement. En 1848, c'est pareil, ce sont les artisans des villes qui sont à l'initiative du mouvement. Donc voilà, on retrouve cela, mais après un mouvement populaire, il va réussir si
il parvient à élargir sa base, c'est-à-dire à entraîner d'autres composantes des classes populaires. Et avec ce mouvement des Gilets jaunes, je crois que c'est ce que vous écrivez, les classes populaires se rappellent à notre bon souvenir, on les avait un peu oubliées? Oui, ça c'est un fait, hein. Je l'avais déjà souligné avant, et un certain nombre de collègues, sociologues, économistes ou autres, avaient montré qu'il y avait une tendance depuis, je dirais, c'est lié toujours aux luttes sociales, hein. Quand il y a un déclin des luttes sociales, du coup, il y a une invisibilité qui se fait dans l'espace public. Donc ça, c'est ce phénomène qui s'était produit. On parlait beaucoup des banlieues, mais c'était beaucoup autour du racisme, de l'intégration, de l'immigration, etc. Et pas des classes populaires comme problème social. C'est ça qui a ressurgi, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est ma conviction, j'ai essayé aussi de le montrer, mais c'est aussi une conviction de citoyen. Si vous voulez, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde de remettre l'accent sur les questions sociales plutôt que sur les questions identitaires qui avaient pris le dessus au cours des années récentes. Alors, il y a un mot qui a beaucoup circulé dans les tribunes, dans les analyses, au début de ce mouvement, peut-être moins maintenant, c'est un mot historique. Et donc, je me demande à l'historien de nous le préciser. Je crois que vous ne le reprenez pas du tout, hein, c'est le mot de jacquerie. Oui, je me suis élevé, ça a été le point de départ d'ailleurs de mes interventions là-dessus, c'est quand vous avez un mouvement inédit, évidemment, on essaie de le raccrocher à du connu. L'inconnu, on le raccroche au connu. Et spontanément, c'est quand même assez significatif en soi, beaucoup de commentateurs, historiens ou non, en général non historiens d'ailleurs, ont parlé de jacquerie. C'était le côté rural, c'était le côté violent. Oui, c'était le côté surtout rural et spontané. L'idée d'une spontanéité, on pourrait y revenir, parce que je ne pense pas que ce soit si spontané que ça. Mais bon, moi j'irais rappeler quand même que le mot jacquerie, il est très péjoratif dans le vocabulaire. Il a été véhiculé par Froissart, donc un chroniqueur du XVe siècle, etc., et pour discréditer les luttes paysannes en présentant les paysans comme des demeurés, comme des sauvages, etc. Donc voilà, je pense que ce terme-là n'était pas approprié, pas plus d'ailleurs que d'autres références qui ont été avancées pour caractériser ce mouvement, comme poujadisme par exemple. Voilà, je trouve que ce n'est pas un mouvement poujadiste, non. Poujade, c'était un homme politique qui avait un parti, qui avait des députés, qui luttaient sur des choses très très précises qui étaient les taxes, la TVA, etc. Alors que là, c'est un mouvement beaucoup plus multiforme et beaucoup plus difficile à décrire. Est-ce qu'il y a dans l'histoire de France des mouvements avec lesquels on pourrait faire le parallèle pour les Gilets jaunes? Je ne dirais pas des mouvements, mais il y a des pratiques, des épisodes, des façons de se comporter, de revendiquer qui rappellent énormément de mouvements. C'est-à-dire que il y a des éléments structurels dans les mouvements sociaux. C'est très souvent les mouvements des classes populaires ont des causes économiques, parce que c'était clair, c'est des gens qui sont à la survie, qui n'arrivent plus à s'en sortir, etc. Mais lié à cela, fréquemment, presque toujours, on a aussi la question de la dignité qui arrive. Et là, on le voit, ça a surgi, des gens qui n'ont jamais la parole, qui sont mis sur la touche, etc. Bien, quand ils prennent la parole, ils invoquent aussi le droit à la dignité. Donc ça m'a paru frappant dans le mouvement des Gilets jaunes, mais évidemment, ça prend des formes nouvelles. Alors, qu'est-ce qui est inédit dans ce mouvement pour vous ? Qu'est-ce qui est inédit ? C'est déjà le fait que ça ne passe plus par des organisations. On l'a vu, c'est même l'obsession de ne pas être récupéré par le fait. Alors que depuis le 19e siècle, on avait le mouvement ouvrier, on avait des syndicats, on avait des associations, les sociétés de secours mutuels, tout ce qu'on voudra, qui structuraient des mouvements. Donc là, on a cette idée qu'on a des gens qui veulent parler par eux-mêmes et hors organisation. Mais, à mon avis, ce n'est pas vrai. Ils sont très dépendants des nouveaux moyens de communication, des réseaux sociaux et puis des chaînes d'information en continu. Ça a été, à mon avis, au début, ces chaînes ont soutenu ce mouvement, lui ont donné une certaine légitimité. Et puis les réseaux sociaux jouent un grand rôle parce que c'est des moyens de relier aussi des gens à distance. Donc ça, c'est des phénomènes nouveaux qui favorisent une expression directe, spontanée, je dirais sans beaucoup... Il n'y a pas besoin de moyens, il n'y a pas besoin comme quand on fait une radio, une revue ou une télé, etc. Mais en même temps qu'il y a ses limites, parce qu'effectivement, un mouvement qui n'a pas de porte-parole, qui n'est pas discipliné, il part dans tous les sens. Alors sur RCF, on a beaucoup de chroniqueurs, d'éditorialistes qui ont été sensibles à cette fraternité des ronds-points. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça aussi ?
Non, ça, c'est pas nouveau. C'est justement une des caractéristiques. Si vous prenez le Front populaire, mai 68 ou 1848, c'est pareil. Le mot fraternité, vous savez, il avait une très grande importance en 1848. Liberté, égalité, surtout fraternité en 48. Hein. Et donc, là, on retrouve ça. C'est-à-dire des gens qui étaient isolés, parce qu'il y a cette question de l'isolement des gens aussi qui est important. Je pense aux retraités, par exemple, qui se retrouvent là, les femmes seules aussi. Des femmes seules, beaucoup de gens qui sont atomisés par la crise, privés de toute sociabilité parce que à cause de la précarisation de l'emploi, etc. Et qui là, voilà, se retrouvent. Il y a une sorte de chaleur humaine, je dirais, qui se constitue, qui se construit et qui s'entretient. Et c'est une dimension effectivement que les gens ont envie de garder. Comment, parce que le problème des mouvements sociaux, l'histoire le montre aussi, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Comment faire pour durer? Comment faire pour durer, oui, pour garder le positif aussi. Il y a toujours des contradictions, est-ce que l'opinion soutient pas, etc. Donc c'est des enjeux et on est encore dedans aujourd'hui. Alors il y a une revendication, c'est celle du référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose d'important pour vous dans ce mouvement ? Eh bien, ce que je montre aussi dans mon livre, c'est que une autre dimension, en tout cas depuis la Révolution française, très importante, c'est la définition de la citoyenneté. On voit depuis la Révolution française, donc, qu'il y a toujours eu deux définitions de la citoyenneté. Une définition qu'on pourrait dire bourgeoise, dominante, c'est la délégation de pouvoir. C'est-à-dire, les élites disent aux classes populaires, faites-nous confiance, vous votez une fois pour nous tous les 5 ans, mettez un papier dans l'urne et on s'occupe de tout. Et les classes populaires se sentent dépossédées. C'est les sans-culottes, c'est déjà le mouvement des sans-culottes. On le retrouve en 1848, la Commune de Paris. Et puis, voilà, à chaque mouvement social, on retrouve cette dimension où, du coup, les classes populaires se disent « Mais nous aussi, on est citoyens. Nous aussi, on a le droit de participer. » Et donc, je pense que l'initiative du RIC, là, du référendum, s'inscrit dans cette aspiration-là. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de résoudre la question de la citoyenneté populaire. Hein. La démocratie directe, un référendum, les référendums, on sait que ça peut déboucher sur des choses extrêmement contradictoires. Hein. Gérard Noiriel, comment expliquer les propos homophobes, sexistes et puis antisémites, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, qui ont été associés à ce mouvement ? Je crois que ce mouvement, justement, il est le fait même qu'il manque de structure, de cadre, aussi je dirais, de profondeur, enfin, de culture politique, je dirais, au sens des valeurs des mouvements sociaux, fait que ça peut partir dans tous les sens. C'est-à-dire un reflet des préjugés qui existent aussi dans la société aujourd'hui. Et donc, ça s'exprime, et comme maintenant on a les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la moindre parole est enregistrée, écrite, diffusée. Moi, c'est ce que j'ai écrit. Je pense que si on avait eu les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux à l'époque du Front populaire, on aurait eu aussi ce genre de propos. Parce que, voilà, c'était les contradictions qui traversent notamment les classes populaires, mais pas qu'elles. Hein, et la violence, c'est pareil? C'est le manque d'encadrement aussi? Alors, la violence, ça, c'est plus compliqué. Hein. Je pense que la question de la violence, elle est compliquée. On ne peut pas la résumer. Moi, je pense qu'on est dans une société qui n'a jamais été aussi pacifique. Ça surprend souvent les gens, mais on peut le démontrer. Et donc, les formes de violence, elles sont quand même surtout matérielles, on pourrait dire. Alors, il y a eu des morts dans ce mouvement, hein, on le sait, mais c'est souvent des accidents. Beaucoup plus que de la répression, comme il pouvait y en avoir dans le temps. Et la violence, dans tous les mouvements populaires, il y a de la violence. Parce que souvent, c'est des gens qui subissent eux-mêmes la violence. Hein, la violence du capitalisme, comme on dit. Quand vous avez des destructions d'emplois, de bassins entiers, de gens qui ne savent plus ce qu'ils vont devenir, vous savez, les gens qui retournent contre eux-mêmes la violence, on le sait, avec ce qu'on appelle les burn-out, les suicides, etc. Quand il y a des mouvements comme ceux-là, où je dirais, il y a une sorte de permissivité qui se met en place automatiquement, eh bien, voilà, il y a des gens, pas tous, c'est toujours une petite minorité, mais qui vont s'exprimer de cette manière-là. Et s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas, d'ailleurs, on l'a vu au niveau des services d'ordre, l'évolution, si vous n'avez pas de services d'ordre, de gens qui contrôlent la situation, ça peut effectivement dégénérer. Mais il ne faut pas oublier la violence policière. Vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus aussi. On a des formes nouvelles aussi de répression policière qui sont très importantes. Je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron. Je crois que ça ne vous étonne pas qu'il suscite autant de haine dans les rangs des manifestants? Alors, bon, moi, évidemment, je ne justifie pas la haine. Je trouve même qu'il y a un côté assez malsain, pas seulement d'ailleurs des Gilets jaunes, mais globalement, Macron sert de bouc émissaire. C'est toujours facile de se dédouaner de ses propres responsabilités et d'accuser un homme. Ceci dit, moi, j'ai fait, dans la conclusion de mon livre, une analyse de son programme, qui s'appelle Révolution, de son programme présidentiel, et je montre, preuve à
à l'appui que les classes populaires sont complètement absentes. Il fait beaucoup référence à l'histoire, mais il n'y a absolument pas de référence aux classes populaires. Et quand il en parle, c'est toujours je dirais, comme un problème, pas comme une ressource. Et donc ça explique aussi ce qu'on a pu dire, les petites phrases, etc., maladroites, ressenties comme du mépris par les Gilets jaunes. C'est pour ça que ça se focalise sur lui, mais bon, c'est bien plus vaste le problème. Hein. Le grand débat, c'est une réponse intéressante pour vous ? Écoutez, le problème du grand débat, c'est que je ne pense pas que c'était ce qu'attendaient les Gilets jaunes. C'est quand même une parole qui est monopolisée en grande partie par le président de la République lui-même, quand on regarde les chaînes d'infos en continu en ce moment, et puis par les élites. Et donc la parole d'en bas, on ne l'entend plus tellement. Gérard Noiriel, on dit parfois que les journalistes sont les historiens du temps présent. Quelle est la spécificité de votre travail d'historien pour analyser ce mouvement des Gilets jaunes ? Ou quelle est votre éthique ? Mon éthique, c'est justement de garder une certaine autonomie par rapport au jugement de valeur. Pour moi, l'historien, il doit essayer d'expliquer, de comprendre le passé, donc avoir une démarche assez compréhensive par rapport à un mouvement social comme celui-là, mais il n'a pas à le juger. Et d'autre part, évidemment, moi, je ne m'inscris pas dans l'actualité. C'est-à-dire, évidemment, je peux intervenir là. Moi, j'ai toujours eu comme déontologie de n'intervenir que sur les questions sur lesquelles j'avais travaillé. Je travaillais sur l'immigration, je suis intervenu là-dessus, etc. Là, il se trouve que, comme vous le disiez, ça fait quand même 40 ans que je travaille sur l'histoire des classes populaires. Je l'ai donc éclairé par mon travail en le mettant en perspective historique. Merci beaucoup, Gérard Noiriel, d'avoir été le grand invité de notre matinale. Je rappelle ce fruit de ces 40 années de travail sur les classes populaires. Ça s'appelle Une histoire populaire de la France. Ça commence par Jeanne d'Arc, de la guerre de 100 ans à nos jours. Et c'est publié aux éditions Agone. Merci beaucoup. Merci à vous.